Excusez-moi, il y a eu un bug. Allô? Attendez, j'essaye de vous récupérer. Ah, ça y est, vous êtes revenu. Ah, on est resté sur le même. Ok, pardon, excusez-moi, j'arrivais pas à. Je sais pas pourquoi OBS me fait des saloperies ce soir. J'ai cru que j'allais pas réussir à me reconnecter. Désolée du coup pour cet imprévu. J'espère que ça ne va pas recommencer. J'espère qu'il a bien gardé mes diapositives en mémoire, oui, et merci d'être resté du coup. Oui, ce que je disais, c'est que je vais essayer de spoiler le moins possible le film, même si on va parler évidemment des grandes thématiques, etc. Je vais pas vous raconter la fin, je vais pas donner trop de détails parce que voilà, l'idée c'est de vous donner aussi envie de le voir, parce que donc, spoiler, en l'occurrence c'est un film que j'ai aimé, donc voilà, l'idée c'est de vous encourager à le voir, donc je vais pas trop en dire, tout en essayant malgré tout de dire des choses quand même. Et donc ouais, le Paris International Fantastic Film Festival, en fait, j'ai mes collègues du coup, Mathieu et Antoine, qui sont allés se faire pas mal de séances et qui ont donc notamment découvert le film à cette occasion et qui sont revenus en me disant «Oh c'est génial, tu vas tellement adorer, ah mais tu l'as pas vu quoi, tu as pas pu venir à la séance». Et du coup j'avais un petit peu hâte de le découvrir. Ah, c'est arrivé chez Dollywood aussi? Ah merde, c'est... Du coup c'est OBS qui merde ou c'est Twitch? Je sais pas. Bon, écoutez, on va croiser les doigts pour que ça ne se reproduise pas. Pendant que vous priez pour que ça ne se reproduise pas, je vais me servir ma tasse. J'arrive. Voilà. Alors. Donc, est-ce que j'ai dit... Ah ouais, mais attendez, parce qu'en plus, j'ai fait de la merde, là. J'ai pas changé le nom du stream et tout. J'ai fait n'importe quoi, comme d'hab. Je vais faire ça. Putain, je suis désolée, mais en fait, quand je stream comme ça, en rentrant du boulot, en ayant zéro temps de transition, en ayant juste le temps d'allumer mon ordinateur et tout, j'ai tendance un peu à foirer des choses, tout simplement, parce que je stresse et que bah, j'ai pas le temps, en fait, tout simplement. Donc, je change le titre du stream. Hop. Vampire, humaniste, cherche, humain, consentant. Voilà. Hop. Désolé, hein, vous avez toutes les coulisses du truc. Ça remarche là Ça marche toujours ou pas? Ouais. Bon. Donc vampire humaniste cherche vampire humaniste cherche suicidaire consentant. On va s'arrêter à partir de maintenant, on ne dira plus que vampire humaniste. Enfin, je ne dirai plus que vampire humaniste parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc c'est un film réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Ariane Louis XVI. Donc oui, qui a un nom de famille absolument fantastique, étonnant. Ariane Louis XVI, donc, qui est une réalisatrice canadienne, voilà, du Québec, c'est un film francophone du coup, et c'est son premier long métrage. Elle avait fait pas mal de courts métrages jusque-là, que j'ai pas encore eu le plaisir de découvrir, mais donc c'était la première fois qu'elle passait au long avec Vampire Humaniste. Et alors, première chose, il faut que je vous redirige vers le live qu'on a fait avec la sororité sur YouTube. Parce que donc du coup avec la sororité, mes collègues de la sororité, sur la chaîne de Mylène, donc la chaîne Welcome to Primetime Beach, on a eu la chance de pouvoir accueillir du coup Ariane en interview. Donc ce live est toujours disponible, je vais vous mettre le lien hop, dans le chat, en replay, voilà, si vous avez envie de regarder. Parce que là du coup moi je vais vous donner mon avis sur le film, je vais développer un peu avec vous, enfin parler du truc avec vous plus librement, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas à mon rythme, on va dire. Et le live, du coup, c'était plus une interview de la réalisatrice, du coup, menée par toute la sororité. Donc c'est différent, mais au moins là-dedans, dans ce live-là, vous avez la parole de la réalisatrice, enfin de Ariane, en direct. Donc n'hésitez pas à le voir pour compléter si ça vous fait envie. Bref. Donc c'est son premier long métrage, gna gna gna. Pour vous pitcher rapidement le truc, c'est donc l'histoire de Sacha, qui est une adolescente vampire, qui a en réalité 68 ans, mais comme elle est vampire, elle n'est qu'adolescente. Et en fait, elle vit dans une famille où bah
Bah, tout simplement, il va falloir l'éduquer à se nourrir elle-même et donc c'est-à-dire à mordre les gens, à tuer des humains tout simplement et en fait, Sacha, ce qu'on voit dans la première scène du film, c'est qu'en fait elle a assisté, le jour d'un de ses anniversaires, donc quand elle était petite, à l'assassinat du clown qui venait mettre l'ambiance à la fête, parce que sa famille avait commandé un clown aussi bien pour l'amuser que pour se nourrir ensuite et ça l'a traumatisée et à partir de là, elle s'est toujours refusée, en fait, à tuer des humains pour se nourrir. Donc là, elle est adolescente, ça va encore parce que, bah, comme une ado qui traîne un peu tardivement chez ses parents, elle, se nourrit, en fait, tout simplement, elle se sert dans le frigo, du sang que ses parents ramènent à la maison. Mais au bout d'un moment, salut Spooky, l'idée c'est qu'elle puisse se nourrir elle-même. Le clown qui a le meilleur nom, il s'appelle comment? Je me rappelle plus. Donc l'idée, voilà, c'est qu'elle puisse se nourrir elle-même, mais elle veut pas, elle fait une sorte de crise d'adolescence. Il s'appelle Rico Berlingo. Voilà, si vous souhaitez des idées de noms pour votre animal ou même votre enfant, ou vous avez Rico Berlingo qui serait un bel hommage au film. Euh, donc voilà, donc on est à un point où voilà, son père a un petit peu envie de la protéger et n'a pas envie de la forcer à faire des choses qu'elle veut pas, donc c'est-à-dire tuer des gens. Et sa mère qui dit ouais, mais en fait, au bout d'un moment, on sera pas toujours là, on pourra pas toujours s'occuper d'elle, il faut bien qu'elle puisse chasser toute seule. Donc en fait, ce qui est étonnant dans ce film de vampire, c'est que on est sur un film qui utilise des personnages de vampires et qu'en même temps ne porte pas, bah, déjà, c'est pas tellement un film d'horreur, enfin, c'est un film de genre évidemment, parce qu'on utilise les codes, les codes du vampire, enfin tout un tas de codes de films de genre. En revanche, on est quand même sur une sorte de comédie. Alors, il s'agit pas, c'est pas une comédie gros sabot, elle est définie enfin, le film est défini comme comédie noire ou comédie horrifique. C'est vrai que c'est drôle, c'est amusant, on a, tout le temps un peu le sourire aux lèvres. En revanche, c'était pas non plus une grosse comédie, on y va pas pour exploser de rire, c'est pas un film à gag, à sketch, on va dire, pas du tout. Hem, mais c'est un film, voilà, qui mêle un peu les tons de la mélancolie adolescente, et du second degré, de l'autodérision, d'un sujet qui prête, plus ou moins à rire. Donc voilà, c'est un peu cet entre-deux, faut pas y aller pour voir une grosse comédie, faut pas non plus y aller pour voir un film qui fait peur. Hem voilà, mais c'est très bien comme ça aussi. Donc voilà, c'est un film que Ariane, donc évidemment là dans ce que je vais dire, je vais m'appuyer un peu sur ce qu'elle nous a dit lors du live de mardi soir, bien sûr, mais pas que. Donc c'est un film qu'elle conçoit avant tout comme un parcours initiatique, comme un récit initiatique, avant tout que comme un film d'horreur ou une comédie. Donc c'est un scénario qu'elle a écrit elle-même avec Christine Doyon. Doyon, c'est ça si j'ai bien pris mes notes, ouais. Mm. Et donc l'actrice principale du film, donc qui joue le personnage de Sacha, c'est Sarah Monpetit. Sarah Monpetit que, comme moi, vous avez peut-être vu dans le film Falcon Lake de Charlotte Lebon. Falcon Lake qui, quand je l'ai découvert, donc je crois que sa sortie c'est 2020, non c'est 2022. Lorsque je l'ai découvert donc en 2022, c'est instantanément devenu l'un de mes films préférés, parce que donc l'actrice Charlotte Lebon, canadienne, passe à la réalisation ces dernières années, et donc Falcon Lake était son premier long métrage, et on espère qu'elle en fera beaucoup d'autres. Et c'est un film que je trouvais absolument sublime, qui était déjà un film de genre, qui pour le coup était une histoire de fantôme. C'est pareil, pas du tout dans le genre film d'horreur à la Conjuring, plein pot, etc., qui était beaucoup plus, comment dire, subtil, on va dire, dans sa manière de parler du thème du fantôme, mais qui était malgré tout une vraie histoire de fantôme, et que j'ai adoré, c'était incroyable. Et donc, Sarah Monpetit jouait l'héroïne de ce film. Enfin, il y avait deux rôles principaux, il y avait un jeune garçon et une jeune fille, et elle jouait donc la jeune fille. Et, euh, et elle était parfaite dans ce rôle, elle était vraiment évidente, elle a quelque chose de... Elle a une présence et un charisme qui sont assez fous, et une justesse aussi, tout simplement. Et donc, ça faisait envie, après l'avoir vue dans Falcon Lake, ça donnait envie de la voir continuer dans le cinéma de genre, on va dire, parce que ça lui va extrêmement bien. Et du coup, là, c'est un plaisir total que de la retrouver dans le rôle de cette adolescente vampire. Et d'ailleurs, Ariane Louises dit qu'au moment où il a choisi de la caster, elle avait pas encore vu Falcon Lake, mais que c'était déjà une actrice auquel elle avait envie de donner un rôle de vampire, enfin que ça lui va trop bien, quoi. Donc bon, et effectivement, dans le rôle de Sacha, elle est vraiment parfaite, et c'est un exemple parfait de film en fait qui serait vraiment pas le même avec une autre actrice. Enfin, c'est très souvent le cas de toute manière pour les interprètes des personnages principaux, mais là vraiment on sent que le film répond parfaitement à la personnalité, en tout cas à ce que dégage Sarah Monpetit. Je ne prétendrai pas connaître sa personnalité, mais vraiment il y a quelque chose
d'évident. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le live, Ariane Wissès nous disait que quand elle l'a rencontré, parce que même si elle avait très envie de lui donner le rôle, elle l'a quand même casté, elle lui a quand même fait passer un casting, enfin une audition, pendant laquelle elle a discuté avec elle. Et t'as adoré Azazel, tu parles de Falcon Lake ou de Vampire Humaniste? Et donc elle a discuté avec elle pour essayer de voir si elle avait le genre d'humour et pardon, je suis encore un peu enrhumée. Le genre un peu d'humour et de détachement qu'elle cherchait pour ce personnage. Et effectivement, elle disait que donc Sarah Monpetit avait tout à fait la sorte d'humour pince sans rire en fait qu'elle cherchait pour ce personnage. Donc il y a vraiment une corrélation entre un personnage qui est écrit comme si la réalisatrice connaissait déjà Sarah Monpetit, et Sarah Monpetit qui du coup avec son talent vient aussi euh, se nourrir de ce personnage et vice versa. Enfin bref, donc il y a encore une fois une évidence sur ce choix de casting qui est génial. Je pense que c'est l'une des plus grandes qualités du film. Ah oui, Azazel, tu parlais de Falcon Lake, ouais, vraiment absolument incroyable ce film. On regrette évidemment que enfin, pas on regrette qu'il soit adapté, mais bon, voilà, comme on le sait, c'était adapté d'une bande dessinée de Bastien Vives, donc qui a fait beaucoup polémique à l'époque de la sortie du film. Euh, Ce qui est compréhensible parce qu'il avait quand même. Moi, je connaissais pas du tout au moment de découvrir Falcon Age, je connaissais absolument pas ces bandes dessinées. Et j'ai appris l'existence de ce type et de ce qu'il faisait justement au moment de la polémique. Et le film, en fait, on a beaucoup souffert parce qu'effectivement, il n'y avait pas de prise de position, on va dire, de Charlotte Lebon envers les œuvres de Bastien Vives, dont certaines sont aujourd'hui officiellement reconnues comme étant pédopornographiques. Elle n'a pas pris position, en même temps, c'était très compliqué pour elle. Enfin, je ne veux absolument pas parler à sa place, mais parce que tout simplement, elle sortait son premier long métrage et que c'était très difficile, que ça se trouve en plus les distribs ou enfin ces contrats ne l'autorisaient peut-être même pas à prendre parole sur le sujet d'ailleurs, donc c'est très compliqué à juger pour ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont jugé pour ça. Pour le coup, Charlotte Lebon, moi ça me faisait vraiment chier de tenir rigueur à une actrice, enfin à une artiste féminine pour les faits encore une fois d'un homme, donc voilà, moi j'ai choisi d'absolument pas lui en tenir rigueur, c'était pas ma place, malgré ce que je peux penser de Bastien Vives par ailleurs. Encore une fois, cela dit, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont insurgés du fait que la bande dessinée, j'ai oublié son titre d'ailleurs, dont était inspiré Falcon Lake, déjà parlait de sexualité entre adolescents. Le truc, c'est que pour le coup, et d'ailleurs, pas mal de gens sur Twitter se sont énervés du fait que moi je faisais la promotion du film, parce qu'à l'époque j'ai sorti une interview de Charlotte Lebon, j'étais vraiment ravie de pouvoir interviewer. M'ont envoyé des screens donc sur Twitter en commentaire d'images de la bande dessinée qui étaient des scènes de sexe entre adolescents, mais qui pour le coup étaient des dessins qui n'étaient absolument pas pornographiques, qui racontaient une histoire de sexe et d'amour entre adolescents, mais qui la nature des dessins en elle-même n'était absolument pas pornographique. Et du coup, le film a d'autant plus pâti du fait que les gens se mettaient à trouver ça choquant, en parallèle des choses réellement choquantes qu'a fait Bastien Vives, du fait qu'on puisse raconter une histoire d'amour ou de sexe adolescente. Alors que ça, c'est absolument pas un problème, évidemment qu'on a le droit de parler de sexe entre adolescents, c'est un sujet par lequel n'importe quelle personne adulte est passée, ou pas passée à son grand dame, ou je ne sais pas, enfin voilà. Mais c'est un vrai sujet dont on a le droit de parler. Encore une fois, c'est une question de manière de représenter les choses. Et là, en l'occurrence, la bande dessinée, sur les dessins qu'on m'a montrés, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas lu, c'était pas de la pornographie. Et donc le film l'est encore moins, je trouve. D'où que voilà, je trouve ça triste que Falcon Lake ait quand même beaucoup pâti de la polémique qui est sortie à l'époque, même si encore une fois, la polémique avait lieu d'être, c'est évident. Le fait que le film en ait pâti, c'était un peu obligé, on va dire, mais je trouvais ça quand même dommage. Euh, Bref, ça c'était pour Falcon Lake. On va revenir sur Vampire Humaniste. Donc oui, Sarah Monpetit, j'espère qu'on la reverra dans beaucoup de films tout court. Et pour ma part, j'aimerais beaucoup de films de genre parce que ça lui va comme un gant et qu'elle a de toute évidence le profil pour ça, on va dire. On a dans le rôle de Paul, oui, parce que donc cette jeune Sacha, quand elle grandit en fait et qu'elle se met à devoir chasser par elle-même, même si elle n'a pas envie, la solution apparaît en le personnage de Paul, qui est un jeune homme qui subit énormément de harcèlement et qui en gros a envie de se suicider tout simplement. Enfin pas en gros d'ailleurs, il a tout simplement envie de se suicider. Et du coup,
ils se rencontrent, ils se mettent un peu d'accord sur l'idée que, bah, finalement, ça peut bien tomber, que lui a envie de quitter la vie et elle a pas envie de tuer un innocent, mais du coup, peut-être qu'ils pourraient chacun se rendre service et que du coup, ce serait cool. Bref, ça part de là, on va dire. Et donc Paul, il est interprété par Félix-Antoine Bénard, alors que personnellement, je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert là, mais écoutez, voilà. Que nous sommes ravis de rencontrer, bravo Félix-Antoine. Et moi j'étais contente de retrouver donc Steve Laplante et Patrick Yvon, qui étaient, si vous l'avez vu, dans Baby-Sitter de Monia Chokri. Baby-Sitter qui est un film génial, vraiment que j'ai adoré, donc de Monia Chokri qui est sorti en 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus. Monia Chokri, c'est vraiment une réalisatrice dont il faut que je rattrape des films parce que j'ai pas vu le premier, comment s'appelait-il, La femme de mon frère, ni Simple comme Sylvain, mais je suis sûre que je vais adorer parce que tous les gens autour de moi qui ont des goûts un petit peu similaires aux miens ont adoré. Et voilà, j'ai tellement aimé Baby-Sitter avec du coup les acteurs que je viens de citer, Steve Laplante, Patrick Yvon, Monia Chokri elle-même et Nadia Tereskevich, qui est un film, pour le coup, Baby-Sitter, c'est quasiment un film de genre. En tout cas, ça emprunte beaucoup au genre. Et bref, du coup, c'est marrant parce que Monia Chokri, elle, on la retrouve aussi dans Falcon Lake. Donc là, on retrouve les acteurs qu'elle avait dans son film, alors que là, on est sur un film réalisé par Ariane Louis XVI. Bref, on sent que dans le cinéma canadien, et notamment le cinéma canadien de genre, ça communique beaucoup, on va dire. D'ailleurs, lors du live avec la sororité, Ariane Louis XVI nous disait que elle connaissait Pascal Plante, qui est le réalisateur des Chambres Rouges, film absolument incroyable qui est sorti en début d'année et sur lequel j'aimerais beaucoup vous faire bientôt un stream d'analyse. Ouais, film absolument sublime, bref, et donc canadien. Et que justement, Ariane Louis XVI avait été consultante au scénario pour les Chambres Rouges. Et donc, bref, c'est dire si le monde du cinéma est petit, mais alors le monde du cinéma canadien et de genre, en plus, il est vraiment très minuscule, et en tout cas, il est rempli de gens bien et talentueux. Je pense que c'est la déduction à en faire. Bon, pour passer un petit peu plus précisément sur le sujet du film. euh, donc, ah oui, alors sur le... Je vais commencer un peu, là je vous ai déjà pas mal parlé des acteurs, de l'ambiance, enfin, de ce que ça racontait, et du genre. Pour définir un peu ça, en fait, moi ce que je trouve amusant, c'est que Vampire Humaniste est une sorte de patchwork d'énormément d'influences différentes qui réécrivent un peu le genre du vampirisme, enfin du film de vampire, en tout cas réinventent une forme de film de vampire à partir de plein de choses. Et en fait, moi je trouve qu'il y a quelque chose un peu de Sofia Coppola, sachant que j'ai beaucoup de mal avec les films de Sofia Coppola, mais genre vraiment beaucoup. Mais là, ce que ça emprunte à Sofia Coppola, je trouve, je suis pas du tout sûre que ce soit conscient de la part d'Ariane Louis XVI d'ailleurs, mais c'est une ambiance un peu poudrée, voilà, d'atmosphère mi-mignonne, mi-mélancolique, d'adolescence féminine, voilà, un peu prisonnière d'une bulle délicate, on va dire, je sais pas, de renfermement, de quelqu'un qui veut pas s'ouvrir au monde ou qui peut pas s'ouvrir au monde, qui est à part pour différentes raisons, voilà, qui se sent décalé. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose aussi bien à travers la photographie que la thématique de du style, alors je dis toujours poudré pour Sofia Coppola, mais vraiment je trouve pas de meilleure définition pour ce qu'elle fait. Voilà, je trouve qu'elle fait des films poudrés, et donc on y retrouve quelque chose ici, notamment avec le grain de l'image, etc. Ah Mila, toi tu le mettrais avec Morse. Alors justement, je voulais aborder Morse plus tard dans mon plan, dans les notes que j'ai préparées, mais on va y repenser pour plus tard. À ta remarque, c'est intéressant pour le coup. Je trouve que c'est des films qui se ressemblent pas du tout, mais c'est intéressant que tu le dises. Alors, ah si, mais en plus, mais si, c'est pas du tout bête que tu l'évoques, parce que je me rappelle maintenant que Ariane en a parlé justement pendant le live, parce que Morse, c'était pas tellement une inspiration, je crois, dans ce qu'elle disait. En tout cas, c'est un film auquel, malgré tout, elle pensait, enfin, qu'elle pouvait pas nier, parce que la dynamique des deux personnages peut se ressembler un petit peu. Après, on va pas du tout dans le même style, parce que Morse, c'est beaucoup plus premier degré, beaucoup plus triste, beaucoup plus horrifique, beaucoup plus dark, enfin beaucoup plus déprimant, tout ce qu'on veut. Donc là, on n'est pas du tout dans le même genre de ton. En revanche, on peut être dans le même genre de dynamique un peu entre les personnages quelque part. Euh, donc voilà, en fait, il faut savoir que dans ce film de vampire, finalement, le vampirisme est quelque chose qui passe au second plan, tout simplement. Après, on peut dire
que c'est très souvent le cas dans les films de vampires. En vrai, le vampirisme est toujours une métaphore pour autre chose. C'est rarement un sujet en soi, finalement. Euh, alors Mila, tu dis, elle l'avait aussi montré au duo d'acteurs avec d'autres films de vampires comme A Girl Walks Home Alone at Night. Oui, je vais en parler aussi de A Girl Walks Home Alone at Night parce que c'était une grosse inspiration pour le film. Oui, t'as raison, du coup, c'est ça, effectivement. C'est ce qu'elle a dû nous raconter. Je me rappelle pas de tout ce qu'on a dit pendant le live, mais effectivement, elle l'avait montré, du coup, comme tu le dis, en inspiration aux deux acteurs, du coup, à Sarah Monpetit et à Félix Antoine pour. Pardon, je vais dire son nom entier quand même, Félix Antoine Bénard, pour qu'ils construisent leur personnage. Donc le vampirisme passe au second plan pour dire énormément de choses différentes. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'en fait, le film, d'habitude, le vampirisme va être une métaphore. Par exemple, si vous prenez le film de Coppola, c'est évident que le vampirisme est une métaphore du sida, mais c'est le cas de beaucoup de films de vampires. C'est aussi, tout bêtement, très souvent une métaphore de la sexualité, métaphore à peine métaphorique, hein. Voilà, ici, on va avoir le vampirisme comme éveil à la sexualité adolescente, donc comme c'est souvent le cas, mais aussi comme métaphore, ou en tout cas réaction métaphorique au harcèlement, enfin c'est surtout un prétexte on va dire pour le sujet des victimes de harcèlement, et aussi, comme son titre peut l'indiquer, mais pas que, une métaphore de la... qu'est-ce que je veux dire, de l'euthanasie et du suicide assisté. Ce qui est peut-être la partie la plus intéressante du film. Enfin, en tout cas, pas forcément une métaphore, mais un prétexte à soulever cette question-là et à imaginer une solution à ça, on va dire. Et donc voilà, à travers ça, cette thématique, la réalisatrice va interroger pas mal de thématiques de société, enfin de problèmes sociétaux qui sont intéressants. Et j'ai vraiment l'impression, encore une fois, je sais pas si elle l'a conçu comme ça, mais qu'il y a vraiment comme 3 étapes dans le film où elle va d'abord parler du vampirisme comme étant une métaphore de ce sujet, ensuite passer à ce sujet-là, ensuite passer à ce sujet-là. Donc je trouve qu'il y a une progression, une construction intéressante à ce niveau-là, ce qui est plutôt chouette et intéressant. Et intelligent surtout. Effectivement, donc, pour revenir un instant sur les inspirations, même si on y reviendra encore plus tard sur un autre axe, il y a A Girl Walks Home Alone at Night. Si jamais ce film vous intéresse, il faut qu'il vous intéresse parce que c'est un pur chef-d'œuvre et je pèse mes mots. Il est réalisé par Anna Lily Amirpour. C'est un film irano-américain, enfin américano-iranien. Donc réalisé par Anna Lily Amirpour qui est sorti en 2014, et donc c'est un film en noir et blanc de vampire moderne avec un ton un peu westernisant. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube, une vidéo d'analyse pour proposer une analyse de mise en scène du film autour du personnage. J'ai pas le nom de l'actrice dans l'immédiat m'échappe, c'est dommage. Mais c'est un film vraiment sublime, enfin magnifique, et donc qui là aussi parle en fait d'une jeune femme qui est vampire et qui en fait la nuit laisse s'exprimer sa nature de vampire, on va dire, et devient prédatrice. Pas pour n'importe qui, mais en gros pour les hommes qui maltraitent les femmes, qui s'en prennent aux femmes, principalement. Et donc ça part un peu sur un film de vengeance un peu classique, enfin comment dire, c'est pas du tout du rape and revenge, hein, même si voilà il y a des thématiques qui sont proches, mais je vais pas m'engouffrer dans cette brèche parce que le film est absolument fascinant, il est vraiment brillant. C'est autant là le pitch que je vous donne, il est à la fois super cool et en même temps peut-être un peu facile, un peu rabâché, si vous êtes en tout cas un peu versé dans le cinéma de genre et que vous avez un peu l'habitude de ce genre de lecture des choses, mais le film est tellement plus que ça, il est brillant, il est subtil, il est magnifique. Enfin bref, je vais pas ouvrir cette brèche encore une fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le film et surtout n'hésitez pas à regarder le film tout court. Oui, Azazel Node, enfin vraiment ce film est incroyable. Bref, donc c'était évidemment l'une des inspirations et il aurait été difficile, je pense, pour Ariane Louis de passer à côté de toute manière en termes d'inspiration, vu le film qu'elle a, vu ce qu'elle voulait faire, avec le type de personnage qu'elle voulait faire. C'était compliqué pour elle de le nier, mais c'est une inspiration, ma foi, extrêmement saine. Et elle nous a aussi parlé de Under the Skin. Alors, et effectivement, il y a une scène qui rappelle beaucoup le film. C'est la scène où, pardon, où Sacha est tenté d'avaler de la nourriture humaine justement pour se suicider. Parce que donc dans ce monde-là, dans cette conception-là du vampire, en fait, s'il mange de la nourriture humaine, ça les tue.
D'où que Sacha est dans la nécessité extrême de réussir à se nourrir de sang. Et donc il y a cette scène où elle regarde ce plat humain qui est donc une poutine, puisqu'on est au Canada. Elle est sur le point d'en manger, alors finalement elle ne le fait pas. Et c'est vrai que c'est une scène qui rappelle Under the Skin. Ça tombe bien parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai fait un stream d'analyse sur Under the Skin il y a quelques temps, où je vous parlais de cette scène où Scarlett Johansson s'apprête à manger du gâteau. Enfin, essaye de manger du gâteau, donc Scarlett Johansson qui est une alien, qui est une extraterrestre dans le film, et en fait elle n'arrive pas à l'avaler, tout simplement parce que l'intérieur de son corps n'est pas fait pour, qu'elle n'est pas capable de manger du gâteau. Et du coup il y a cette scène un peu de statu quo entre la nourriture et la personne qui voudrait la manger, en espérant soit de se faire du bien, soit de se faire du mal d'une manière ou d'une autre, mais voilà, c'est une scène inspirée de Under the Skin, et je trouvais ça intéressant parce que là aussi, même si Under the Skin, le ton du film est terriblement désespérant et déprimant, il y a quand même quelque chose d'un peu, effectivement, d'un peu semblable dans cette espèce d'errance d'une jeune femme qui essaye de comprendre comment s'insérer dans la vie terrestre, on va dire. Euh, voilà. Et pour A Girl Walks Home Alone at Night, évidemment que, même si tout le film témoigne de cette inspiration, on va dire, la séquence qui est évidemment très inspirée de A Girl Walks Home Alone at Night, en tout cas moi quand je l'ai vu tout de suite je me suis dit ok c'est un énorme hommage, c'est la scène, alors je vais pas trop vous en dire, je vais pas trop dévoiler pardon, mais c'est peu de temps après que Sacha et Paul se rencontrent, c'est une scène dans laquelle Sacha fait écouter de la musique à Paul dans sa chambre, et qui sont là tous les deux un peu immobiles, enfin pas que immobiles mais voilà, à écouter cette musique. Et c'est un hommage à la plus belle scène de A Girl Who's Home Alone at Night, qui est donc une scène où, c'est pareil, toujours sans trop vous en dire, où le personnage de la jeune vampire invite chez elle un jeune homme qu'elle a rencontré en soirée, qui est ironiquement déguisé en Dracula, mais qui ne sait pas qu'elle est vampire, et elle met une chanson d'ailleurs qui est sublime, mais putain, je vais avoir oublié le nom. La chanson s'appelle Death, de White Lies, je crois. C'est une chanson absolument magnifique. Et d'ailleurs, toutes les chansons de ce film sont magnifiques, mais bref. Et donc, elle met cette chanson sur le tourne-disque, et tout le long que la chanson se déroule, il se passe à la fois rien et à la fois plein de choses sur qu'est-ce qui est en train de se jouer entre eux, qui a conscience de quoi, est-ce qu'elle va le mordre, est-ce qu'elle va pas le mordre, qu'est-ce qu'elle est en train de ressentir, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir. Tout ça symbolisé par le mouvement de l'image. À la fois l'image est immobile et en même temps il y a du mouvement qui est créé par les lumières d'une boule à facettes qui passe derrière et qui parle d'immobilité dans la mobilité et inversement, et c'est l'une des plus grandes scènes du cinéma, je crois. Et bref, il est évident que du coup cette séquence de Vampire Humaniste est inspirée de cette séquence. Et effectivement, donc on a posé la question en live à Ariane Louis XVI l'autre jour, fin mardi soir, et elle a dit que oui, elle adorait cette séquence et qu'elle l'a trouvée absolument sublime, et que donc effectivement c'était un hommage. Et du coup c'est mignon parce qu'elle nous racontait aussi que sur le tournage, il y a eu une sorte de moment suspendu au moment où ils ont tourné cette scène, et que au moment où ils ont mis cette scène dans la boîte, où ils l'ont rentrée, où ils ont terminé la tournée, en fait, il y a plusieurs membres de l'équipe qui sont venus la voir pour dire écoute, là, on a senti, là, on sent qu'il se passe quelque chose. Là, vivre un moment comme ça sur un tournage, c'est pas tous les jours, c'est. Voilà. Et donc, c'est beau parce que même au tournage, en fait, ils ont directement ressenti que là, il y avait quelque chose de précieux pour le film qui se créait. Et je trouve ça beau parce que c'est vrai que ça se ressent pas toujours au tournage, mais les moments les plus exceptionnels, quand même, si on les ressent, et c'est. Bref, j'ai trouvé ça mignon. Excusez-moi, je prends une gorgée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus d'autre sur cette partie? Non, ça je vous ai parlé du cinéma canadien, Charlotte Lebon, Pascal Plante, pou pou pou. Je vais passer à ma deuxième partie. Je vais rentrer un peu plus dans les qualités et les défauts du film. Pour vous dire un peu plus clairement ce que j'ai aimé et pas aimé. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même des trucs que j'ai pas aimé. Enfin, en fait, il y a rien que j'ai pas aimé. Il y a juste des choses que j'ai moins aimées ou des choses qui m'ont manqué. Et même si j'aime beaucoup le film, que je trouve que c'est hyper important de soutenir ce genre de création pour ce que c'est, pour le profil du film, mais aussi tout simplement parce que c'est un très bon film. euh, voilà, je vais quand même aussi vous dire les choses qui m'ont un peu plus laissé sur le carreau, parce que l'idée reste évidemment de vous faire une critique objective, et je suis très rarement 100% acquise à un film, donc voilà, il faut aussi que j'en parle. Mais bref, d'abord les qualités. Donc je trouve que l'écriture des personnages est extrêmement habile, parce que on pourrait trouver que c'est simple d'écrire des personnages d'adolescents un peu paumés, etc. Mais en fait, non, c'est pas simple. C'est pas simple surtout de le faire avec autant de justesse
et de sensibilité, tout en étant aussi un peu dans l'humour, tout en étant un peu dans le second degré. Ça, elle le fait très bien. Enfin, elle et Charlotte Doyon, du coup, la co-scénariste, elles le font très bien. C'est pas facile, surtout que l'adolescence en fait, très souvent, je trouve que dans les films, quand on représente des personnages d'adolescents, on va dans des caricatures assez lourdingues de l'idée que des adultes un peu nostalgiques se font de ce qu'est l'adolescence, mais je trouve que souvent, trop souvent, ils tapent à côté. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais ado, alors c'est pareil, maintenant que ça fait longtemps que je suis plus adolescente, je commence à perdre un petit peu ce regard-là, ma capacité à me projeter là-dedans. Mais quand j'étais adolescente, je me rappelle que j'étais très souvent énervée sur la manière dont étaient représentés les personnages adolescents à l'écran, au cinéma, parce que je m'y retrouvais jamais. Enfin, surtout dans les films en plus un peu qui se voulaient réalistes, naturalistes, etc. Je me rappelle avoir haï l'esquive, tant je trouvais que ça ne parlait pas de ce que je vivais au quotidien au collège et au lycée et ce genre de choses. Et bref, je trouve que c'est pas si facile d'écrire l'adolescence au cinéma. Enfin, en tout cas, l'expérience démontre que c'est pas facile parce que je trouve que les personnages d'adolescents sont rarement réussis. Et là, avec ce que ça implique, du coup, de détachement par l'humour, de détachement un peu parfois par la caricature, voilà, encore une fois, ce monde dans lequel bah, des vampires existent, bah, en fait, je trouve qu'on y arrive mieux, enfin, en tout cas, que voilà, tout en gardant un regard réaliste sur la chose. Parce qu'encore une fois, là, enfin, j'y reviendrai un peu après, mais on est sur un vampirisme réaliste, on va dire. Parce que là, je vous parle des qualités et des défauts du film, mais dans la troisième partie, ensuite, je voudrais parler un petit peu enfin, élargir sur le vampire au cinéma, sans faire tout l'historique, parce qu'on serait là pendant 2 semaines. Mais, mais donc voilà, je trouvais que c'était un cocktail très casse-gueule, qui aurait pu être très drôle, mais trop drôle, et laisser de côté l'émotion et la justesse de la chose. Et en fait, je trouve que bah, on est sur un très bon cocktail, voilà, que les deux scénaristes, les deux autrices ont su très bien mener. Donc c'est une des grosses qualités du film. Euh, je vous vois pas beaucoup réagir dans le chat, je sais pas si c'est parce que du coup je parle trop, que je suis relou, ou si c'est juste que vous n'avez rien à dire, ou que vous êtes peut-être en train de manger en m'écoutant dans le fond. Bon, vous faites absolument comme vous voulez de toute manière. Mais n'hésitez pas, comme Mila, je sais Mila que tu écoutes, merci beaucoup. Mais n'hésitez pas du coup comme Mila à... Vous êtes trop mignon. Je faisais pas de la provoque, mais ça me rassure, du coup vous êtes vivant, vous êtes là. Euh, Si vous avez vu le film, encore une fois, n'hésitez pas à réagir à ce que je dis, comment dire, à ajouter des choses, à agrémenter de vos propres réflexions. Autre chose, bah, le casting, effectivement, c'est vraiment l'une des grosses qualités, donc je vais pas revenir sur Sarah Monpetit, donc j'ai chanté les louanges en long, en large et en travers. Mais le reste du casting est extrêmement bon aussi. Les acteurs que j'ai cités, qu'on avait vus chez Monia Chokri précédemment. T'oses pas m'interrompre, Movie Addict? Mais si, mais allez-y. Allez-y, vous en faites pas. Je m'entraîne, moi, à essayer de... Comment dire, de continuer sur ma lancée tout en lisant ce qui se dit à côté, essayer d'intégrer vos remarques, etc. Non, il n'y a pas de souci, vraiment. N'hésitez pas. Euh, Ouais, le casting, à part Sarah Monpetit, du coup, ils sont vraiment tous excellents. Il y a aussi, du coup, l'actrice qui fait... Je vais retrouver son nom. Euh, Noémie O'Farrell qui joue Denise, la cousine de Sacha, du coup, qui est la cousine qui la prend un peu sous son aile pour dire écoute, maintenant ça va bien, tes parents ils n'arrivent plus à te gérer, et moi je vais t'apprendre comment. Et en fait, on chasse des gens, on tue des gens, et je vais pas te laisser le choix. Et elle est vachement bien. Enfin, je sais pas, je peux pas vous donner énormément de détails. Après, je veux pas encore une fois vous, vous spoiler, mais ils sont excellents dans leur manière de, de jouer des vampires extrêmement humains et réalistes, parce qu'on n'est pas du tout dans la on y reviendra d'ailleurs, ouais, on n'est pas du tout dans le vampire extrêmement glamour, extrêmement sexiste, c'est-à-dire qu'il joue pas du tout les choses comme ça, là. Pas du tout. Et c'est très bien, parce que ça va avec le film. Et donc, cette manière de jouer avec un naturel confondant des personnages qui, malgré tout, restent des vampires qu'on incarne aussi de manière sincère et crédible, encore une fois, c'est pas facile, et ils le font magnifiquement bien, avec ouais, je sais pas. Enfin, j'ai trouvé absolument tout le monde parfait. Je m'étais déjà fait la remarque sur Babysitter d'ailleurs, le film de Monia Chokri, et aussi sur Falcon Lake, donc les directeurs de casting canadiens. Alors c'est peut-être du coup parce qu'ils se recyclent aussi, parce qu'ils se refilent pas mal les mêmes excellents comédiens et comédiennes, mais ils sont ouf. Les Chambres Rouges aussi d'ailleurs, quitte à tous les citer, avec un casting absolument fabuleux. Bref. Et au-delà de ça, du coup, cette atmosphère, enfin, voilà, enfin, pour en gros terminer sur les qualités, parce qu'en gros je ne fais que ressasser des qualités depuis le début, donc c'est peut-être pas la peine non plus que j'y passe 3 heures, mais voilà, je trouve que c'est un film qui est extrêmement touchant, drôle, original aussi,
dans la manière dont il va utiliser le vampirisme, on va y revenir, je le trouve, ouais, je sais pas, je le trouve joli, je le trouve ça fait plaisir de voir ce genre de personnage féminin écrit. Alors on sait qu'évidemment les personnages féminins du coup dans les films d'horreur, c'est un peu ma sensibilité, mais voilà, moi c'est clairement pour ce genre de film, que j'ai envie de faire ce genre de contenu parce que là on est sur une histoire, une vraie histoire de vampire malgré tout, qui est portée par un personnage féminin qui est très bien écrit, qui parle aussi de la sexualité du personnage féminin, mais absolument pas comme une facilité, absolument pas comme, quelque chose ni de gratuit, ni de racoleur, ni de et je trouve ça hyper rafraîchissant, en fait, d'aborder ça à travers le prisme du vampirisme qui est très, très souvent, et c'est normal, un prisme, empreint de glamourisation, de sexualisation, et de voyeurisme un peu, enfin bon voilà, tout ce qui peut un peu flatter nos bas instincts, et donc il va explorer ces thèmes-là à travers ce prisme-là. Je dis pas ça de manière trop négative, parce qu'il y a des films de vampires qui font complètement ça, mais comme le Dracula de Coppola, et que j'adore, et que je trouve que c'est le meilleur film du monde de toute manière. Donc je dis pas ça comme une critique vis-à-vis des autres films de vampires, mais en tout cas je dis que c'est quand même très rafraîchissant d'avoir ça aussi de ce côté. Euh, alors Mila nous dit, lors de l'avant-première à Paris, ce qui a fait qu'Ariane a choisi Sarah et Félix, c'est que lors des essais en duo, ils avaient zéro alchimie. Oui, c'est vrai. Ce sont des personnes avant d'être des vampires, exactement. C'est vrai qu'elle nous l'a raconté aussi pendant le live, que ça aurait pu être inquiétant la manière dont en fait ils étaient timides et empotés l'un par rapport à l'autre, et en fait ça convenait parfaitement à ces deux personnages d'adolescents qui justement sont absolument pas à l'aise ni avec eux-mêmes ni vis-à-vis ni entre deux, et qu'en fait on cherchait pas, enfin l'idée était pas du tout de créer un couple. euh, un couple qui soit avant tout amoureux et qui soit dans l'attirance et qui soit dans l'évidence du coup de foudre sensuel, comme ça peut être le cas dans les films de vampires. Et du coup, c'est très marrant, mais effectivement, là, pour une fois, on a une réalisatrice qui a choisi des acteurs justement parce qu'ils allaient pas ensemble, en tout cas parce qu'il n'y avait pas d'alchimie. Alors, Movie Addict nous dit: j'aime beaucoup comme la notion de trauma est traitée via le vampirisme. La scène d'intro est remarquable en ce sens. Ouais, ouais. Du coup, la scène d'intro avec le clown dont je parlais un peu plus tôt, c'est à la fois drôle et en même temps c'est juste. Il y a toujours, voilà. En même temps, c'est pas la. Ouais, non, c'est drôle et à la fois c'est juste. C'est ce que je voulais dire. Bon, alors maintenant, je vais aborder les sujets avant d'élargir sur la manière dont ça traite le vampirisme et sur la place du vampirisme un petit peu en ce moment au cinéma. Je vais parler un instant des défauts, enfin en tout cas des choses que j'ai moins aimées dans le film, sachant qu'il n'y en a pas énormément, mais voilà. Parce que du coup, j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit c'est un film absolument génial, c'est un chef-d'œuvre, machin, machin. Et le film est très bon, c'est vrai. Après, je sais pas si je trouve que c'est un film malgré tout génial. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie que tout le monde aille le voir. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont laissé en retrait, qui m'ont peut-être un peu déçu par moment par rapport à ce que j'attendais, par rapport à ce qu'on m'en avait dit, par le fait qu'on m'ait tellement dit que c'était incroyable. Que voilà. Alors, parmi ces choses, il y a le fait que il y a, on est face à un film qui a un concept hyper fort, mais c'est souvent le cas des premiers longs métrages. On est sur un film qui a un concept hyper fort, hyper fun, hyper catchy, de cette vampire voilà humaniste. Bah, en fait, tout est dans le titre, comme le disait Ariane. D'ailleurs, le titre résume le film tellement bien et donne tout de suite enfin, le titre est un pitch en soi. Et donc, c'est vachement bien cette idée. Et en même temps, elle est tellement bien que en fait, quand on l'étire, on a l'impression qu'elle peut perdre un peu de sa puissance et qu'en fait, on a l'impression que le reste du scénario ne réussit jamais à être aussi puissant que son postulat et que la force qui est transmise dans le titre. Donc il y a un peu l'effet un peu court-métrage étiré, on va dire, de genre on a une super idée, et après, ben, comment est-ce qu'on fait tout un film d'1 heure et demie autour de ça. Du coup, voilà, il y a des moments où on sent un peu le concept, l'espèce de high concept un petit peu qui peine à nourrir tout un film, qui peine à mettre de la chair un peu sur le squelette du film. Et du coup, ça c'est un peu dommage. Enfin, parce que du coup, je trouve que beaucoup enfin surtout depuis que du coup j'ai créé ma chaîne YouTube et que je suis amenée à découvrir beaucoup de films de genre en festival, et en plus maintenant avec la mode de la soi-disant elevated horror, on est sur de l'horreur plus contemplative, enfin encore une fois ça a toujours existé, mais bon, où c'est davantage mis en avant, on va dire, où ça se répand, où ça se comment dire, ça se développe pas mal comme genre, comme sous-genre. Où du coup dans ces festivals, je suis souvent amenée à voir des films qui justement partent d'une très bonne idée, qui ensuite voilà essaient de développer quelque chose d'un peu un peu éthéré, un peu
comment dire? Onirique autour de ça, autour de ce concept, sans se soucier énormément de muscler, on va dire, l'intrigue du film, de l'enrichir avec des intrigues B, des sous-intrigues, même si un film n'a pas toujours besoin de ça, mais ne serait-ce qu'en termes de mise en scène, essayer de, voilà, d'enrichir et de construire davantage, de remplir davantage le film, d'en faire quelque chose qui soit pas, encore une fois, un long court-métrage, mais qui soit réellement un film qui ait besoin d'être raconté en 1 heure et demie, plutôt qu'un film qui pourrait être raconté en 20 minutes et qui prend son temps. Heu, comment dire? Sur le c'est difficile, c'est toujours hyper difficile de dire à quel moment est-ce qu'un film prend gratuitement son temps, à quel moment est-ce que ce temps, au contraire, a besoin d'être développé, d'être long et de fonctionner comme ça. C'est difficile parce que je vois, moi j'ai mon exemple, mon maître étalon, on va dire, c'est très souvent, Drive, de Nicolas Winding Refn. Parce que, Drive, c'est vraiment un film dont le scénario en soi, dont le pitch est nul, parce que voilà, un type, une sorte de je sais pas, de type, ténébreux, solitaire, qui va essayer de sauver, une meuf qui est prise dans une histoire de mafia, de cambriolage. C'est c'est archi vu et revu, on s'en fout, ça a été raconté 1000 fois, et en plus, du coup, le film raconte très, très peu, enfin, en surface, raconte très, très peu d'autres choses parce qu'en plus, il est très silencieux et qu'il y a pas il y a pas d'intrigue B. Dans les faits, le film raconte peu de péripéties. Et il prend énormément son temps sur des scènes très contemplatives dans lesquelles il y a très peu de dialogue et les personnages font juste se regarder sans parler. Mais pourtant, je trouve que c'est un film parfait. euh, Parfait parce que, en fait, à travers sa mise en scène, son rythme, sa musique, enfin tous les éléments qui ne sont pas euh, de la didascalie, de l'écriture pure et simple de scénario. Encore une fois, on peut discuter de ce qu'est le scénario entre justement est-ce que c'est l'histoire qu'on nous raconte au final en englobant la mise en scène et tous les autres moyens qu'on a de raconter une histoire, ou est-ce que c'est précisément justement la description des actions et les dialogues. Parce que, encore une fois, sur la description des actions et des dialogues, voilà, Drive, je pense que ça n'a aucun intérêt, mais par contre, ce que ça nous raconte à travers tous les autres médiums, tous les autres moyens qu'un film a de nous raconter une histoire, je trouve ça absolument richissime et sublimissime. Et donc, c'est un film qui laisse poser la question de, voilà, enfin, qui montre en tout cas l'exemple que, mais ça peut très bien valoir aussi pour Under the Skin. Un film n'a pas besoin de raconter, enfin, comment dire, de décrire mille actions pour qu'il se passe énormément de choses, mais par contre, il a besoin de les mettre en scène par ailleurs. Et du coup, je trouve que sur Vampire Humaniste, on est quand même sur un film qui, je trouve, pour le coup, étire un petit peu, sans toujours beaucoup se nourrir, sans toujours beaucoup remplir. Alors c'est joli, c'est super mignon et tout, c'est hyper sympathique, ça a toutes les qualités que j'ai citées précédemment, mais je trouve que ça manque de muscle, encore une fois, dans ces moments contemplatifs. Je trouve qu'en fait, on sent beaucoup encore le premier film, ce qui est pas toujours du tout un défaut, parce que en même temps, les premiers films, c'est ceux sur lesquels souvent les réalisateurs se lâchent le plus parce qu'ils ont rien à perdre et qu'ils ont envie de tout tester. Et voilà, on est vraiment sur la proposition brute et spontanée, on va dire, de ce qui jaillit en premier quand ils ont enfin l'occasion d'exprimer leur essence et leur essence artistique et leurs envies. Donc les premiers films, c'est vachement bien pour plein de raisons, et en même temps, du coup, parfois ça a le défaut de films étudiants ou long ou court métrage qui se retrouvent étirés sur un format long. Alors il y a des films sur lesquels, des longs métrages sur lesquels ça se ressent beaucoup plus que ça et qui en souffrent beaucoup plus que ça. Là, Vampire Humaniste c'est pas du tout catastrophique à ce niveau-là, hein, absolument pas. Enfin, de toute manière, le film reste très bien. Voilà, il y a des films sur lesquels, enfin, qui en souffrent beaucoup plus de ce phénomène. Vampire Humaniste en souffre un peu, c'est un défaut, mais pas trop. Donc, c'est pas très grave. Alors, vous me dites dans le chat, euh, sur 1h30 ça va, il y aurait eu 15-30 minutes en plus, par contre, oui, non, ça aurait été un peu de l'abus. En vrai, si c'est très bien fait, il peut se passer pas grand chose, voire rien, ça passera crème. Je repense à Perfect Days par exemple. Alors j'ai pas vu Perfect Days, mais c'est vrai que ça a l'air d'être sublime, enfin de ce que tout le monde en dit. Mais je veux bien te croire, mais tu vois, ça marche avec les exemples que je citais, avec Drive et Under the Skin, mais on pourrait en citer plein d'autres. Et en fait, le truc c'est que euh, il se passe pas rien. Enfin, en fait, encore une fois, c'est pas parce que les personnages s'agitent pas à l'écran ou qu'ils sont pas en train de parler qu'il se passe rien. Dans Drive, j'avais participé à un épisode du Lemon
Lemon Adaptation Club, donc il y a un podcast d'adaptation de romans en film sur le film. Donc j'avais participé à un podcast là-dessus pour expliquer justement tout ce que. Enfin, entre autres, parce que c'était un podcast sur le film Drive, mais moi je parlais justement des thématiques, je trouvais, du réel sujet du film, qui est pour moi un film qui brasse énormément de thématiques et qui raconte énormément de choses avec rien. Donc en fait, même quand il se passe rien, ça veut pas dire que le film raconte rien. Du tout. Enfin, je dis un peu des évidences, mais ça a toujours besoin d'être rappelé, ce genre de choses. Et je pense qu'on l'a démontré aussi quand on parlait de Under the Skin, où là, finalement, à force de regarder le film et de l'étudier et d'essayer et de le comprendre pour vous proposer une analyse, je me suis retrouvée à dire tellement plus de films, enfin, je me suis rendu compte tellement plus de choses, et je me suis rendu compte que le film disait énormément de choses que moi j'avais pas vu lors du premier visionnage, enfin que j'avais pas vu, qu'on ressent de manière émotionnelle ou physique un petit peu, mais, euh, mais sur lesquels on saurait pas mettre des mots, et en fait on saurait pas dire voilà il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, parce qu'on est sur des choses plus profondes, sur des concepts plus compliqués, mais ça veut pas dire que les choses se passent pas, que ces choses ne se passent pas pour autant et que le film ne les raconte pas. Donc effectivement, c'est pas parce qu'un film ne raconte alors c'est pas parce qu'il se passe rien dans un film que le film ne raconte rien. Bref. Euh, donc voilà, je trouve que Vampire Humaniste ne maîtrise pas tout à fait cet aspect-là, euh, et que donc c'est un défaut. Mais c'est encore une fois, c'est loin, très très loin d'être dramatique dans le film. Euh, Par ailleurs, pour revenir un petit peu sur les inspirations, et donc notamment, entre autres, la scène de la chanson qui fait penser à A Girl Walks Home Alone at Night, le truc, est-ce que je vais avoir besoin de me moucher ou est-ce que ça va aller? Excusez-moi, je fais des phrases, c'était une question ouverte. Euh, le truc, c'est que cette scène, donc comme je le disais, est un hommage à celle de A Girl Walks Home Alone at Night, mais en fait, c'est un hommage très marqué. En fait, on ne peut pas, quand on connaît A Girl Walks Home Alone at Night, on ne peut pas ne pas y penser quand on voit cette scène. Et même si on est touché par l'hommage, et même si c'est évident que la scène de Vampire Humaniste est réussie, malgré tout, elle souffre un peu de la comparaison, je trouve. Enfin, j'adore cet hommage, j'adore que le film voilà, choisisse cette inspiration, l'assume, et tente quelque chose d'à la fois ressemblant mais différent de son côté. Enfin, je trouve ça très chouette, mais. Et encore une fois, là je parle spécifiquement de cette scène, mais en vrai, c'est encore une fois, c'est une inspiration qui se ressent tout au long du film. Bah, A Girl Who's Small and Oh, je vais jamais y arriver. A Girl, c'est un film, c'est un tel chef-d'œuvre, je trouve. Encore une fois, je pèse mes mots, je trouve que c'est vraiment un film brillant. Euh, c'est difficile de le citer de manière aussi directe sans forcément souligner un peu le fait qu'on n'est pas encore à son niveau, quoi. Ce que je dis a l'air très méprisant, très négatif pour Vampire Humaniste. Encore une fois, c'est pas le cas, c'est juste que c'est extrêmement difficile de se mesurer, surtout avec un premier film, à un tel chef-d'œuvre. Mais du coup, voilà, c'est à la fois beau cet hommage, et en même temps, c'est toujours compliqué quand on fait un film qui est pas parfait de rappeler à l'esprit des gens un film parfait qui parle un peu des mêmes choses et qui fonctionne un peu de la même manière. Voilà, c'est donc il y a un peu le côté petite fille qui veut mettre les chaussures trop grandes de sa mère, on va dire. Encore une fois, je trouve que toutes ces formules sont insultantes pour le film, alors qu'encore une fois, je suis là pour vous convaincre d'aller le voir parce que je le trouve vachement bien. Mais voilà, il y a un peu genre, c'est difficile de se mesurer à ses inspirations. Et du coup, là, la citation est tellement directe et tellement évidente que ça lui rend pas forcément service, et qu'il est parfois euh, un peu trop dans l'hommage, un peu trop dans le brassage et dans la digestion de ses inspirations pour penser à proposer quelque chose de plus, de plus neuf, de plus propre à lui-même, de plus, voilà, de plus personnel, enfin de plus original. Euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Salut utilisateur anonyme 00. Merci d'être revenu. Donc voilà. Et en gros, voilà, je peux conclure là-dessus sur les défauts. C'est que je trouve que le film est très mignon. Et mignon n'est pas un défaut, parce que quand on le dit, ça fait un peu genre, oui, c'est mignon, mais enfin bon. Non, c'est mignon dans le sens de c'est touchant, c'est émouvant, c'est juste, c'est beau, c'est joli. Après, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je trouve ça ni révolutionnaire, ni bouleversant, ni voilà, c'est pas la révolution, c'est
c'est pas moi je m'attendais un peu plus peut-être, vu qu'on m'en avait dit énormément de bien, je m'attendais peut-être davantage à être prise aux tripes ou davantage à être retournée dans ce que je pouvais attendre du film de vampire et cetera parce que voilà, j'en attendais beaucoup et du coup, on est quand même sur quelque chose qui ressemble pas mal, encore une fois avec ce que je disais sur, l'inspiration un peu Sofia Coppolaesque et sur, What We Do in the Shadows parce qu'avec, voilà, la relecture un peu humoristique du vampire, A Girl Walks Alone at Night, Under the Skin et cetera. On est sur des inspirations qui sont encore très proches dans le temps et du coup, on a l'impression qu'on est plus sur un suivi de mode un peu, en plus avec le style un peu elevated horror, même si encore une fois, c'est un terme dont on peut débattre longtemps. Hem, du coup, voilà, on a l'impression d'être quand même de savoir un peu où va le film, même s'il y va, qu'il y va bien et que la fin est vachement bien. Hem on suit un programme qu'on a l'impression de connaître un petit peu et qui, voilà, comme je l'ai dit et comme on va le redire sur la troisième partie, propose des choses très intéressantes et très chouettes. Pourtant, est-ce que ça m'a fait la révolution dans mon corps et dans ma tête comme A Girl Walks Alone at Night? Non, pas vraiment. Voilà. Je vais passer à la 3 partie. J'arrive. Donc, je vais élargir un petit peu sur justement ce que le film fait du vampirisme, parce que je trouve que ça dresse un constat intéressant sur l'état de la représentation du vampirisme au cinéma en ce moment, enfin à notre époque. Ce qui est intéressant de dire, je pense, c'est déjà. Alors d'ailleurs, moi, c'est la chose que j'ai pensé en voyant le film, c'était que c'était un anti-Twilight, mais je crois avoir vu des médias titrer aussi sur le film en disant que c'était un anti-Twilight, donc voilà, c'est une formule qui a l'air de revenir pas mal sur ce film, et je pense qu'elle est tout à fait juste. Anti-Twilight, pourquoi? Déjà parce que c'est bien, contrairement à Twilight, et parce que, bah, on peut revenir sur toutes les qualités que j'ai dit, le casting, l'écriture du personnage, et cetera. Et aussi parce que, comme on l'aura compris, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil en termes d'atmosphère, beaucoup plus, hem, comment dire? Ouais, enfin, oui, plus subtil, plus joli, plus original, plus, texturé presque, j'ai envie de dire, que Twilight qui est extrêmement, mécanique, lisse et tout ce qu'on veut, très hollywoodien, enfin moi ça n'a rien à voir, voilà, dans tous les sens du terme. Mais alors que donc encore une fois, on est sur vraiment une dynamique entre les personnages qui pourrait être très proche, hein. On est un peu sur un pitch qui pourrait vaguement ressembler à ça. Là où c'est le plus intéressant de dire que c'est un anti-Twilight, c'est que Twilight, comme vous le savez sans doute, joue énormément sur le thème de la sexualité, même si la sexualité en soi n'est montrée que tardivement dans la saga. La saga est par ailleurs extrêmement puritaine et conservatrice, mais bref, euh, toute l'idée quand même est de jouer sur, voilà, sur le désir physique, sexuel, vraiment là, pour le coup, le vampirisme c'est 100% le cul dans Twilight. Euh, dans Vampire Humaniste, au contraire, et comme justement on en parlait sur le fait que le casting a été fait justement sur la non-alchimie entre les acteurs, on n'est absolument pas sur la sexualisation, euh, même si, encore une fois, le vampirisme est une métaphore aussi de l'éveil à la sexualité adolescente. En soi, les vampires ne sont pas des êtres de fantasmes comme dans la plupart des films de vampires. C'est pas des êtres sursensuels, c'est des humains comme vous et moi qui vivent dans des pavillons à la con et qui ont juste besoin de tuer des gens pour se nourrir. On n'est pas du tout dans un. À part justement comme va enfin peut-être un peu le découvrir Sacha, on n'est pas du tout dans un rapport sensuel à la morsure. C'est pas un jeu de. Enfin, le vampirisme n'est pas de la séduction là-dedans, n'est pas une forme de sexualité en soi. Et, et donc c'est contrairement à, évidemment à ce que montre Twilight. Et donc le vampire n'est pas ici une créature de fantasme, mais n'est qu'un humain en fait comme tout le monde et qui encore une fois a juste besoin de bouffer. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il est pas sexuel, comme c'est pas une créature de fantasme, comme il est pas idéalisé, comme il est pas glamourisé, le vampire redevient, sans être un monstre comme dans des films comme 30 jours de nuit, sans être un monstre, redevient un réel prédateur, comme il n'est pas toujours dans les films, parce que dans les films où le vampire est sexualisé, glamourisé, oui, on garde l'idée que c'est un super prédateur, qu'il est dangereux, tout ce que vous voulez, mais ça n'est jamais départi d'une esthétique, ouais, enfin, en tout cas, d'une dimension sensuelle et sexuelle. Là, pour le coup, encore une fois, on est dans le. Je veux dire, il bute des humains comme on va faire chez Course chez Leclerc, quoi. C'est vraiment. Donc, ils redeviennent en soi, du coup, des prédateurs réellement dangereux, pas raisonnables à ce niveau-là, qu'on peut pas raisonner, parce que, encore une fois, il s'agit juste de se nourrir et pas du tout d'être dans la séduction, dans le charme, dans la relation, absolument pas. Et du coup, en ça, ils sont aussi plus humains.
c'est parce qu'ils sont plus humains qu'ils sont davantage des prédateurs bestiaux, et c'est parce qu'ils sont davantage des prédateurs bestiaux qu'ils sont plus humains. Donc en ça, c'est un anti-Twilight. Et ce que je trouve intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça, après Twilight? Bah, Delirium Mère, à quel moment ça se compare? Bah si, bien sûr, parce que du coup, on est sur une jeune vampire qui, au moment où elle fait sa crise d'adolescence, où elle veut s'éveiller aux relations humaines, potentiellement à la sexualité, même si c'est encore une fois pas la priorité du film, rencontre un jeune homme qui comprend petit à petit qu'elle est vampire et qu'il va se passer quelque chose entre eux. Enfin, si, bien sûr, sur le papier, en tout cas, le concept de départ se compare complètement. Voilà, dans le traitement, ça se compare pas du tout, mais justement, c'est intéressant de dire pourquoi. Parce que c'est au-delà de l'esthétique, etc., c'est avant tout dans la manière de concevoir le vampire. Et moi, ça m'intéresse de me pencher sur la manière dont justement on conçoit le vampire aujourd'hui dans le cinéma de nos jours. Et donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces espèces de vampires extrêmement humains et pas sexy, quelque part? Bah, y a plein de choses qui sont passées par là. Non seulement je pense que Twilight a fait beaucoup de mal à l'imagerie du vampire, tout simplement. Je pense que Twilight était, tout en étant premier degré, terriblement ridicule. Et je pense que c'est devenu très compliqué maintenant de faire du vampire sérieux, sexy et sérieux derrière Twilight. Parce que bah, c'est compliqué, ça devient très vite ridicule. Je dis pas qu'on y reviendra, il y en a qui l'ont tenté, hein, bien sûr, mais voilà. Et qui l'ont réussi, même parfois, mais c'est pas évident. Et du coup, du ridicule qu'a instauré Twilight, même si c'est pas la première fois évidemment que des parodies de vampires existent, et ben il y a des choses qui sont arrivées comme What We Do in the Shadows par exemple, que ce soit le film ou la série, où là du coup on est aussi sur l'exploration totalement. Enfin, qu'est-ce que c'est le vampire à travers un prisme totalement humain? Si les vampires sont des gens comme les autres, simplement qui peuvent se transformer en chauve-souris et qui vivent la nuit et qui ont besoin de boire du sang, bah, qu'est-ce que c'est, qui sont un peu cons, un peu voilà, bah, comme n'importe qui. Qu'est-ce que ça donne? Et du coup, tout l'humour qui en découle. Donc, je trouve que voilà, Vampire Humaniste est dans une sorte qui découle un peu naturellement de ce chemin, on va dire, qu'a suivi la représentation du vampire au cinéma ces dernières années. Encore une fois, c'est pas la première fois, What We Do in the Shadows, c'est clairement pas la première fois qu'on se moque du vampire. Je vous renvoie évidemment vers la comédie, la parodie de Mel Brooks du Dracula de Coppola qui s'appelle Dracula mort et heureux de l'être, qui est par moments terriblement lourdingue et ridicule, mais qui est aussi extrêmement drôle. Bref, mais je trouve que voilà, ces dernières années, il y a quand même quelque chose, voilà, avec cette espèce d'apport du format reportage sur la vie de vampire, encore une fois induit par What We Do in the Shadows essentiellement. On a cette volonté de se dire, bon alors en fait, qu'est-ce qui se passe si les vampires, c'est absolument pas des gens sexy, mais juste n'importe quel kidam qui se trouve avoir besoin de boire du sang. Donc voilà, je trouve que Vampire Humaniste, même si je pense pas que What We Do in the Shadows soit une inspiration d'Ariane Louis malgré tout, je pense qu'il y a quand même une influence de facto de ce genre d'œuvre qui l'a précédé. Donc comme je disais, là ce qui est intéressant, c'est que le vampirisme est une métaphore pour différents sujets de société. Donc comme je disais, voilà, l'éveil à la sexualité adolescente, certes, mais aussi la réaction au harcèlement, ainsi que le fait de soulever des questions sur l'euthanasie, la fin de vie, le suicide assisté, etc., comme on peut l'envisager par rapport au titre. Et donc ça, pour le coup, même si voilà, il y a certains de ces thèmes-là qu'on a l'habitude de voir traités à travers le vampirisme, il y en a d'autres pour lesquels on n'a pas l'habitude. Donc c'est intéressant de voir comme le vampirisme, comme maintenant, on est quand même dans une époque où, même s'il y a des choses qui se repuritanisent beaucoup, on est quand même, on est censé avoir une sexualité un peu plus libérée qu'à l'époque où le mythe du vampire servait aussi à porter un regard de jugement, on va dire, sur la sexualité, sur le corps, sur la chair, etc. On a l'impression que ce film fait partie d'un mouvement, on commence à déporter un peu l'intérêt du vampirisme sur d'autres sujets, enfin l'intérêt de la métaphore du prisme du vampirisme, on commence à l'attribuer à d'autres sujets, ce qui est intéressant parce que voilà, c'est vrai qu'on a tellement utilisé, je me suis décalée du mauvais côté, on a tellement utilisé le vampirisme comme vecteur de discours sur la sexualité que au bout d'un moment on a un peu tout dit. On a tout dit, on l'a dit de toutes les manières, et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui reste extrêmement pertinent à notre époque, en tout cas pas autant que ça l'était il y a un certain temps, et donc notamment à l'époque du sida, comme l'a fait Coppola avec son Dracula, que ça reste spécialement intéressant d'essayer d'apposer le prisme du vampirisme à d'autres discours, à d'autres sujets. Et pour ça, je trouve ça vachement bien que le film le tente. Je pense que
c'est potentiellement pas le seul qui va le faire. Là, j'ai pas d'autres exemples précis qui me viennent en tête de films qui auraient fait la même chose. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant, la direction que ça prend. Et je pense que c'est pas anodin qu'on arrive à ça. Après, justement, donc, encore une fois, des œuvres comme What We Do in the Shadows, qui ne sont pas forcément une référence pour la réalisatrice, mais qui euh, obligent en fait à repenser le vampirisme d'une autre manière. La représentation, en tout cas, du vampirisme d'une autre manière. Euh, alors attendez, parce que je lis mes notes. Donc oui, nouvelle manière de redéfinir le vampirisme, on en a parlé. C'est à la fois une nouvelle manière de redéfinir le vampirisme et une somme de toutes les influences qu'on a pu citer, enfin toutes celles qu'on a citées et toutes celles qu'on n'a pas citées aussi, évidemment. Oui, alors aujourd'hui, je parlais de Twilight, on a une difficulté à traiter le vampirisme premier degré, je pense. C'est pour ça que je sais pas si Vampire Humaniste aurait pu ne pas être une comédie. Enfin si, je pense qu'évidemment il aurait pu, est-ce qu'il aurait été aussi réussi, je sais pas. En tout cas, je pense que le fait qu'il soit une comédie, ou en tout cas un film avec beaucoup de second degré et beaucoup comment dire, d'autodérision, enfin de dérision en tout cas, c'est un chemin logique parce que en ce moment, je trouve qu'on a... Alors, Only Lovers Left Alive, Mila, j'avoue, je l'ai malheureusement pas vu. C'est une grosse lacune dans ma cinéphilie. Je ne l'ai pas vu. Pourtant, j'aime bien Jarmouche en plus, mais il me reste à... En fait, j'ai entendu des avis tellement contradictoires et certains qui me faisaient pas envie que j'ai eu du mal à m'y mettre, de peur d'être déçue. Donc, il me reste à voir. Mais effectivement, il faut vraiment que je le voie parce que ça m'intéresse beaucoup la manière justement dont Jarmouche peut traiter le vampire, la figure du vampire dans ce film-là. Mais du coup, à part ça, récemment, je crois que la dernière occurrence de Dracula au cinéma, finalement, c'est Renfield. Renfield de la comédie avec Nicolas Hoult et Nicolas Cage. Qui, euh, qui était plutôt fun, qui manquait complètement de son sujet, qui passait totalement à côté de son sujet, c'était extrêmement décevant, mais qui malgré tout était plutôt fun. Bah, là, c'est pareil, en fait, le vampirisme est pas traité en fait dans le film, quasiment pas traité. C'est dommage parce que c'était vraiment présent dans le pitch de départ et là aussi il y avait une volonté d'utiliser le vampirisme comme prétexte pour étudier le concept de la relation toxique et du harcèlement moral au travail et ce genre de choses, enfin voilà, du pervers narcissique et c'était nouveau, c'était hyper intéressant et en fait le film ne traite pas du tout ce sujet-là et devient une sorte de film de Yamakasi ou je sais pas quoi, enfin qui est encore une fois très fun mais qui n'a rien à voir avec ce que ça nous vendait au départ. Donc c'est dommage, mais encore une fois là, c'est bien la preuve qu'on n'arrive pas à traiter le vampirisme avec premier degré, avec sérieux, dans un film qui veut utiliser le vampirisme comme prétexte à traiter d'autres sujets de société que la sexualité. Et c'est dommage, je trouve. Peut-être qu'on y arrivera et peut-être qu'il y a des films qui y arriveront. Ouais, moi aussi j'aime bien Mila Renfield. C'est juste, voilà, comme je dis, je trouve ça trop dommage qu'il ait pas traité son sujet, mais malgré tout, c'est un film qui me reste très sympathique. Excusez-moi, on essaye de m'adresser la parole. Tu as déjà oublié parce qu'il est venu, mais il y a eu Déméter cet été. Oui, si, je vais en parler. Ouais. Oui, je vais me le noter, ce qu'on vient de me dire, comme ça je n'oublie pas. Ta, ta, ta. J'arrive. Euh, Après, il y a récemment des films qui ont essayé de retraiter le vampirisme de manière sérieuse, premier degré. Alors je remonte un peu parce que, en fait, mine de rien, ça fait quand même 10 ans, mais il y avait Dracula Untold avec Luke Evans qui essayait, bon, il se trouve que c'était complètement raté, mais là, il y avait un désir post-Twilight de réétudier la figure du vampire à travers un prisme horrifique, tout simplement. C'était raté, mais la tentative était là, la tentative existait. Et donc, comme on le citait plus tôt, il y a eu Morse en 2008, du coup, qui est un film suédois réalisé par Thomas Alfredson, pardon, qui est un film absolument génial et qui, là, pour le coup, pour traiter du vampirisme justement sous un prisme, encore une fois, vraiment foncièrement horrifique, pour le coup, extrêmement contemplatif et déprimant. Mais je vous le conseille, hein, vraiment, ce film. Mais ne regardez surtout pas le remake. Let the Right One In avec Chloé Grace Moretz parce que c'est catastrophique, mais regardez absolument l'original. Là, du coup, on étudie le vampire d'une manière qui reprend très peu en fait les codes du vampire. Comme ça, on est sûr de pas tomber dans le ridicule. Moi, j'adore les histoires de canines pointues et de tout ce que vous voulez, et de grandes capes et des châteaux hantés. J'adore évidemment. Mais du coup, je sais aussi que, à force d'usure, ça devient compliqué de mettre en scène ce genre de choses
sans tomber dans la référence trop grotesque à Coppola ou à Nosferatu, sans répéter sans cesse les mêmes choses, ou alors sans tomber dans le ridicule. Et donc Morse, pour le coup, euh, se défait en fait complètement des codes trop grossiers, trop classiques, trop clichés, on va dire, du vampire. Salut Camille, pour tenter complètement autre chose, et c'est extrêmement réussi. Mais donc là, il y a une volonté de représenter le vampirisme, mais à travers des choses qui ne rappellent pas le vampirisme, justement, pour essayer de réinventer autre chose. Donc c'est réussi, c'est une tentative, mais qui démontre encore une fois la difficulté à traiter le vampire tel qu'on connaît, enfin le vampire, le conte roumain avec une grande cape et des grandes dents. Et il y a eu aussi, par contre, en exemple raté, ce que mon copain essayait de me rappeler à l'instant, Déméter, enfin le dernier voyage du Déméter qui est sorti cet été, qui était un film que j'attendais, mais comme le Messie, parce que ça avait l'air génial. C'était réalisé par, comment s'appelle-t-il, André, André Ovredal, réalisateur qui avait déjà fait The Autopsy of Jane Doe, film que j'aime beaucoup, que je trouve bien meilleur que le crédit qu'on lui a accordé, et auquel j'ai consacré une vidéo d'analyse sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller le voir, donc The Autopsy of Jane Doe. Mais donc le dernier voyage du Déméter, c'était réalisé par André Ovredal, et en plus, c'était tiré du chapitre de Dracula, donc le Dracula de Bram Stoker, pendant lequel, en fait, on a le récit du voyage donc du bateau qui s'appelle le Déméter, qui est colonisé, on va dire, par Dracula. Dracula qui se fait emmener dans ses dans ses caisses de Caire depuis la Roumanie jusqu'à Londres. Et en fait, le chapitre du livre, parce que le roman Dracula de Bram Stoker, c'est un roman épistolaire, euh, le chapitre du livre n'est constitué que des notes en fait du capitaine, des notes du journal du capitaine. Et donc, on n'a pas la description de ce qui se passe avec un narrateur omniscient ou quoi, mais on n'a que les mots du capitaine qui petit à petit nous dit oui, donc là, en fait, tel jour, le voyage se passe bien. Tel jour, en fait, il y a quelqu'un qui est mort dans des conditions étranges. Tel jour, il y a, en fait, enfin, 5 membres de l'équipe qui sont morts. Tel jour, on sait pas ce qui se passe. Tel jour, on a cru apercevoir une créature, etc. Et du coup, c'est génial comme manière de décrire les choses. Et en fait, ça me motivait tellement d'imaginer, enfin, justement, d'aller voir un film qui imagine tout ce qui se passait autour de ces quelques notes qui constituent ce chapitre dans ce film, parce que du coup, au moment où le bateau arrive au port, du coup, arrive à Londres, mais en fait, tout l'équipage est mort, et personne ne sait comment, personne ne sait pourquoi. Alors nous, en tant que lecteurs, on sait que c'est Dracula qui les a tous tués, mais voilà, en fait, le chapitre est extrêmement mystérieux, et je trouvais ça passionnant, l'idée d'inventer quelque chose autour de ça, comme avait pu le faire, du coup, l'épisode 2 de la mini-série Dracula sur Netflix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas qui tentait d'adapter ce chapitre. Et donc j'attendais ce film comme le Messie, et ça a été complètement raté, malheureusement. C'était ma plus grosse déception de l'année, c'était vraiment de l'année ou de la vie même, je sais pas. C'était absolument affreux. C'est terrible. J'ai écrit une critique du film sur l'écran large, alors si vous voulez en détail savoir ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller la lire. Je vais pas revenir sur tout ce qui fait que le film était une catastrophe, mais du coup là, c'est con parce qu'en plus, ouais, c'était. Là, on voulait traiter le vampire premier degré avec vraiment la créature mi-homme, mi-chauve-souris, avec vraiment l'idée de la volonté de vouloir faire peur, d'utiliser le thème des grandes dents et que vas-y, on bouffe les gens et qu'on leur suce le sang et tout ce que tu veux. Et c'était raté. C'est dommage parce que je pense que ça, si ça avait été réussi, ça aurait pu vraiment redonner un coup de boost. Enfin, un coup de boost ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'il existe à un moment donné un bon film de vampire qu'il faut en faire 15 derrière. Mais ça aurait été une belle manière de réactualiser, je pense, le vampire réellement horrifique au cinéma. Depuis Morse. Je suis pas sûre qu'il y en a eu beaucoup depuis d'ailleurs, à moins que j'oublie des choses évidentes. Enfin, Only Lovers Left Alive, encore une fois, du coup, je l'ai pas vu, mais. Utilisateur anonyme, tu dis le film qui te pousse à imaginer toi-même les scènes de ce qui a pu se passer, c'est beau. Bah ouais, non, mais complètement. Complètement, mais voilà, là, du coup, malheureusement, c'était totalement raté. Donc on est un peu dans une sorte d'impasse où en ce moment les films de vampires qui réussissent un peu leur coup du coup c'est beaucoup plus les comédies en fait comme le prouve du coup Vampire Humaniste qui encore une fois malgré les défauts que j'ai soulevés est un film réussi. Que penses-tu des séries d'animation qui reprennent ce mythe comme Hellsing ou encore un film comme Vampire Hunter? C'est simple, je les ai pas vus. Série d'animation, j'avoue que je sais pas la dernière fois que j'ai vu une série d'animation, mais je pense que ça fait partie des points aveugles de ma cinéphilie. J'ai absolument pas vu ces trucs-là, je suis désolée. Du coup, Movie Addict, si tu as des choses à rajouter à ce niveau-là, justement, si tu veux apporter des lumières ou une analyse par rapport à ça, n'hésitez pas à le dire dans le chat et je la lirai. Parce que c'est intéressant, mais effectivement, c'est très intéressant parce que
parce qu'il n'y a aucun mépris évidemment à avoir du côté des séries d'animation, et que ce serait très intéressant effectivement que je regarde comment est-ce qu'on représente le vampire sur ce format-là du coup. Ça pourrait apporter beaucoup de choses effectivement. Et ça se trouve la solution vient de ce format-là. Mais, euh, mais du coup, ce qui nous amène à essayer de voir qu'est-ce qui va se faire en termes de films de vampires bientôt, et évidemment que l'une des grosses attentes de cette année, c'est le Nosferatu de Robert Eggers. Donc Robert Eggers qui a réalisé The Lighthouse, The Witch et The Northman, The Northman, et qui donc là prépare une sorte de remake du Nosferatu de... Est-ce que c'est Murnau ou est-ce que c'est le Herzog? Sachant que le Herzog était déjà soi-disant très inspiré du Murnau, mais en vrai assez légèrement, parce que le Herzog il invente complètement, il invente tout son film. Enfin, je veux dire, le Murnau il est sublime, mais le Nosferatu de Murnau, pour ceux qui savent pas, évidemment, c'est la toute première adaptation de Dracula en noir et blanc, avec Max Schreck avec son crâne chauve. Très pointu avec ses oreilles comme ça, ses deux dents de devant, voilà, enfin l'image qu'on croise très souvent quand on fait référence à Nosferatu, et donc celui de Herzog avec Isabelle Adjani, Bruno Gantz et Klaus Kinski, qui est l'un de mes films préférés, qui est absolument sublimissime, qui talonne de très près pour moi le Dracula de Coppola sur le meilleur film de vampire. Et bien voilà, donc c'est une adaptation de ça, enfin un remake de ça on va dire, que va nous sortir Robert Eggers. Et du coup avec Bill Skarsgård dans le rôle de Dracula, enfin du comte Orlok, Nicolas Hoult du coup qui jouait Renfield, qui revient pour le rôle de Thomas Hutter, donc qui est l'équivalent de Jonathan Harker je suppose, et Lily Rose Depp qui tiendra le rôle de Helen Hutter, et donc je suppose Mina, Lucie, en tout cas au moins Mina. Enfin, Mina Lucie, parce qu'en gros, le rôle de Mina dans le Herzog s'appelle Lucie, donc bref, enfin, la meuf quoi. Voilà, à la fois je l'attends beaucoup, à la fois je peux pas encadrer Lily Rose Depp, enfin non, je suis pas là pour bâcher des actrices clairement, mais j'ai besoin que cette actrice fasse ses preuves pour moi. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a pas encore convaincue, et du coup, d'où que je suis un peu. Un peu peut-être un peu agacée de me dire qu'elle va endosser un rôle qui compte énormément pour moi dans l'adaptation d'un film, enfin dans le remake d'un film qui compte énormément pour moi, un remake que j'attends là aussi comme le Messie. Forcément, ça fait jamais plaisir de se dire bon, alors ce rôle que tu trouves peut-être être l'un des plus beaux du monde va être tenu par une actrice par laquelle tu n'es pas convaincu, qui potentiellement à des minauderies qui t'agacent un peu. Voilà, ça se trouve, elle va être absolument sublime dans ce rôle, et je lui souhaite évidemment. Mais voilà, je ne sais pas quoi en attendre. En tout cas, je pense que le film en lui-même peut être une grande réussite. Je l'espère en tout cas. C'est l'une de mes plus grosses attentes de l'année. Et alors attendez, parce que du coup, Delirium Bear nous dit la série The Strain de Del Toro avait excellemment débuté pour redéfinir le thème et la représentation vampirique. Bon, c'est parti en banane très vite, mais la saison est assez chouette. La saison 1, du coup, j'imagine. Ah bah, il y en a qu'une, je crois, il y en a qu'une The Strain, je crois. Alors c'est pareil, j'avoue, je l'ai pas vu. Vous me foutez la honte parce que vous me parlez que de trucs que j'ai pas vu. Du coup, je suis obligée d'avouer toutes mes lacunes. Mais n'étant pas une très grande fan de Del Toro, c'est vrai que je m'étais pas jetée dessus. Mais il faudrait que je la rattrape. C'est quoi le film que tu mets à la même hauteur que Dracula de Coppola? C'est le Nosferatu de Werner Herzog. Qui est donc le remake, enfin pas le remake, mais qui se veut très inspiré du Nosferatu de Murnau. Donc celui de Murnau, c'est le tout premier Nosferatu des années 20, là j'ai plus l'année exacte en tête, et le Herzog c'est les années 70. C'est les années 70, donc avec Isabelle Adjani, Bruno Gantz et Klaus Kinski, et c'est absolument sublime. Delirium Bear, tu dis oui, la saison 1. Okay. Ah, il y a 4 saisons, dont 3 de trop, d'accord, très bien, je saurai, me voilà prévenue pour le jour où je me mettrai enfin à regarder The Strain. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Vampire Humaniste, c'est plein de choses, à la fois une continuation logique de ce qu'est le film de vampire en ce moment, en même temps qui tente des choses, qui a du renouveau, c'est une nouvelle étape, c'est vraiment une nouvelle étape je pense, et en même temps voilà, ça pose la question de est-ce qu'on va pouvoir avoir des vampires au cinéma qui soient crédibles sans être de la comédie. La comédie c'est très bien, hein. Encore une fois d'ailleurs Vampire Humaniste c'est une comédie qui reste subtile on va dire, c'est juste que moi j'aime flipper évidemment, et que à la fois je trouve ça super qu'on ait ce genre de film, en même temps j'ai envie que le vampire ne reste pas qu'une figure de comédie au cinéma, surtout pas à cause de Twilight, mon dieu. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire sur ce film. Je sais pas si vous avez d'autres remarques. Je sais pas aussi du coup si ça vous... Pardon.
si ça vous plaît un peu ce format de live critique, parce que c'est vrai que quand j'écris des critiques de films, des critiques de films sur le site Écran Large, du coup, bah déjà, tout simplement, j'écris pas toujours les critiques des films que moi, sur lesquels je voudrais écrire, parce que en général, on se débrouille à peu près pour que les gens qui aient aimé un film écrivent la critique dessus. Mais par exemple, Empire Humaniste, je l'avais pas vu assez tôt, comme je l'ai dit. Et donc, mon collègue Antoine, qui a vu le film au PIF, enfin donc au Paris International Fantasy Film Festival, a écrit la critique, déjà parce qu'il a adoré le film. Donc vous pouvez aller lire sa critique sur le site si vous le souhaitez. Et parce qu'il l'avait vu avant, donc c'était plus simple pour lui, tout simplement. Mais du coup, voilà, il y a des films sur lesquels on peut pas. De même que là, il y a Immaculé qui sort du coup la semaine prochaine, mercredi prochain, je crois. Mercredi prochain ou c'est mercredi? J'ai oublié. Sur lequel moi j'écris pas la critique. Et du coup, bah, j'aimerais bien vous en parler quand même, parce que ça reste un film d'horreur, en plus avec un personnage féminin principal. Et donc en fait, le format du live me permet de sélectionner vraiment les films dont j'ai réellement envie de parler, soit parce que j'ai pas pu le faire ailleurs, soit parce que tout simplement parfois j'ai envie de leur consacrer plus de temps, et du coup d'en parler avec vous, d'échanger, de développer un peu plus, de prendre le temps de faire des phrases de merde, enfin en tout cas de sortir du format de la critique écrite qui doit faire un certain nombre de signes sur le site. Donc si ça vous plaît, j'en referai des critiques en live comme ça. Et donc notamment, éventuellement, que la semaine prochaine, on peut faire un live sur Immaculé, du coup, pour en discuter. Donc Immaculé, c'est le film de nonne, là, le film d'horreur sur la nonne qui est joué par Sydney Sweeney. Alors, utilisateur anonyme, tu nous dis, je ne suis pas spécialement à fond ni sur l'horreur ni sur le vampirisme en particulier. Je passais juste faire un coucou, mais j'ai bu tes paroles. Ah bah c'est gentil. Tu m'as intéressé au sujet et j'ai bien aimé ton analyse, c'était cool. Bah écoute, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est ce qui compte. Voilà, parce que je pense que vraiment l'horreur peut plaire à tout le monde et que même quand on n'est pas spécialement versé dans l'horreur, on peut au moins s'intéresser au thème que ça brasse, on peut s'intéresser à l'aspect purement cinématographique et pas seulement horrifique du film. Et de toute manière, en vrai, l'horreur en soi, c'est un genre tellement vaste, qui a tellement de sous-genres, qui est tellement parfois qui fait peur, mais dans tellement d'autres cas qui ne fait pas peur, qu'il y en a pour tous les goûts en fait, vraiment. Ah, Movie Addict, ça t'a plu, ok, comme format. Ok, bah écoute, trop bien. Ok, bah j'en referai alors, et du coup, effectivement, Immaculé, pour vous spoiler un peu, pour le coup, j'ai pas aimé. J'ai pas détesté, mais je suis entourée de gens, de certaines personnes qui ont vraiment aimé, d'autres qui ont détesté. Moi, je suis un peu entre les deux. Mais du coup, ça m'intéresserait voilà, de vous expliquer un peu pourquoi et ouais, d'en discuter avec vous, d'avoir vos retours et tout. Du coup, le live sur Immaculée risque d'arriver assez vite, donc n'hésitez pas à aller voir le film. Attendez, je vais juste vérifier quand même la sortie au cinéma parce que je me rappelle plus du tout si c'est cette semaine ou la prochaine. Le 20 mars, bah non, il est sorti hier du coup. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie en tout cas d'assister au live sur Immaculée, à aller voir le film en salle. Ne vous forcez pas si vous en avez pas envie, mais voilà, si vous avez envie de faire vos propres remarques, de pas être spoilé, etc. Et puis si vous aimez les films d'horreur, de toute manière, vous aurez sûrement envie d'y aller. Donc, alors Camille, tu nous dis, je suis arrivée que sur la fin, mais j'ai accroché au replay YouTube sur Under the Skin, donc je tenais à passer même tardivement. Oh bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir aussi de me dire que même si ça fait à peu près 0 vue, que le replay sur Under the Skin, le fait que je l'ai mis sur YouTube, ça serve quand même à quelques personnes. Voilà, c'est pas exactement comme les vidéos que je faisais avant, enfin le contenu si à peu près, mais c'est pas rédigé, pas filmé de la même manière. Mais du coup là, parce que du coup avant je faisais des vidéos d'analyse de 20 minutes, et là du coup j'ai mis un replay dans le live qui dure 1h30, plus d'1h30, mais bref, soyons fous. Donc je suis très heureuse de savoir que ça sert pas à rien que j'upload des replays Twitch sur YouTube. Azazel, tu dis c'était très intéressant, je vais aller voir les 2 films ce week-end. Bah écoute, parfait. Delirium Bear, le film est pas dispo dans ton patelin. Immaculé ou Vampire Humaniste? Parce que Vampire Humaniste, je veux bien te croire. Immaculé, je pense qu'il est mieux distribué, vu qu'il est quand même plus... C'est une plus grosse production, quoi. Tout simplement. Mais voilà, oui, j'ai bientôt fini. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir ces films. Alors, Vampire Humaniste, parce qu'il faut le voir, parce que non seulement il faut encourager ce genre de production, de réalisation, premier film réalisé par une femme canadienne, avec un sujet passionnant, et encore une fois, qui s'en tire très bien. J'ai très hâte de voir ce que Ariane réalisera par la suite, parce que là, comme je disais, les quelques défauts que j'ai soulevés témoignent beaucoup, enfin, comment dire, je pense, sont pas mal dépendants du fait que c'est un premier film. Donc, si déjà elle fait aussi bien pour son premier film, j'ai très hâte de voir ce qu'elle fera par la suite, même si elle nous a dit sur le live qu'elle ferait pas forcément encore du genre.
Moi, j'aimerais bien qu'elle continue à faire du genre, mais bon, bref, on verra. Ah oui, Vampire Humaniste, il est pas dispo dans ton patelin, ouais, malheureusement. C'est pas très étonnant, c'est triste, mais ouais. En tout cas, pour ceux qui peuvent aller le voir, je vous en prie, allez le voir. C'est, comme je le disais, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est très important de le soutenir, mais aussi tout simplement parce que c'est un très bon film et que vous allez passer un très bon moment. C'est sûr. Et donc n'hésitez pas à aller voir Immaculée. Et du coup, Immaculée, alors je vous donnerai le planning, je vous ferai le planning en début de... Enfin ce week-end. Il est très possible du coup que je fasse ce live-là, le live sur Immaculée, très probablement lundi ou mardi, quelque chose comme ça, pour vous laisser le week-end, pour vous laisser le temps du week-end pour voir le film. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà, mais écoutez, comme il me reste pas mal de boulot et que là ça commence à sentir bon à côté parce que mon copain a l'amabilité de faire la cuisine et que j'ai très faim, je vais peut-être vous laisser tout simplement. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent pour cette critique live et j'espère qu'on va se retrouver pour beaucoup d'autres critiques live. Voilà, encore une fois, à l'avenir, je vais essayer de vous proposer différents streams sur le thème du cinéma, aussi bien des analyses comme j'ai fait avec Under the Skin, que j'ai très envie de réitérer avec Les Chambres Rouges et avec Saltburn et bref différentes choses, mais aussi voilà des critiques live parce que les analyses ça met du temps à préparer, à penser, à réfléchir, etc. Enfin ça met du temps à préparer quoi tout simplement. Les critiques évidemment que je bosse un minimum ce que j'ai envie de vous dire avant, mais c'est quand même plus dans la réaction, c'est plus simple à faire donc je peux en faire plus souvent. Voilà tout simplement. Bref, merci beaucoup à vous. Je vous dans le planning. Évidemment, je vous parlerai aussi des jeux auxquels je vais jouer la semaine prochaine, parce qu'on fera quand même aussi des streams jeux. Continuer sur Dredge, parce que vraiment, je suis tellement accro à ce jeu, c'est incroyable. J'ai trop envie de jouer à Dredge tout le temps. À chaque fois, je dois attendre d'être en stream. Mais du coup, voilà, il y aura du Dredge, et normalement, j'espère, si tout se passe bien, on va reprendre aussi du Luigi, pour réussir à avancer sur tout ça, et pour réussir, du coup, à bientôt intégrer du Tomb Raider au programme. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, bon appétit à vous si vous n'avez pas non plus encore mangé, merci d'avoir été là et je vous dis à très vite. Bisous.